Cet été, je ne vais pas faire comme les autres étés, ou comme ces derniers étés, ou comme ces dizaines de derniers étés. Je ne vais pas me faire de festival, je ne vais pas aller traverser la France. Je vais juste rester là, ici, tranquille. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Alors déjà, il y a un ami qui organise le Naturofest qui aura lieu fin août, là. C'est à Campagne, donc super. On va y aller faire quelques ateliers, tout ça, enfin génial. Et puis je me suis dit, tiens, je ferais bien quelque chose chez Gerloff. Voilà, pour plein de raisons, parce que je l'aime bien, parce que sa nourriture est bonne, parce qu'il a créé un joli lieu et que voilà quoi. Des fois c'est juste pas stratégique, c'est juste on y va quoi. Voilà, donc tout ça pour vous dire que mon idée c'était en fait, contrairement à ce que j'ai déjà fait jusque-là, c'était pas forcément de faire quelque chose sur une durée spéciale ou avec de type conférence, de type on déroule quelque chose. Mais là c'était plutôt une envie peut-être d'aller plus profond encore dans les choses, un côté justement plus intimiste du coup. Et que éventuellement, si de cet échange, il y a quelque chose qui semble pouvoir être utile, et ben, que du coup on puisse en faire profiter d'autres gens à travers le site, etc. quoi. Donc c'est ça un peu le propos. Donc merci d'être là. Voilà. Ça a démarré Ok, parfait. Alors moi ce que je vous propose en introduction, si vous voulez, c'est c'est comme des pots de peinture en fait qu'on mettrait ici et là, avec l'idée qu'à un moment donné, quelqu'un va bien mettre le pied dans le pot de peinture. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne avec le bamboudo, c'est-à-dire que j'essaye de proposer un certain nombre d'exercices en me disant, tiens, ça peut être un pot de peinture qui peut peut-être coller avec cette personne, etc. Et puis à un moment donné, pouf, on met le pied dedans et pouf, on se rend compte que en fait, peut-être, pour certains, ça dépend, l'histoire de chacun et l'expérience de chacun, la compréhension de chacun. Et il n'y a pas de jugement là-dedans, puisque de toute façon, chacun avance à son propre rythme, donc il n'y a pas à juger. Juste, je pense qu'en effet, on a les uns et les autres sans doute des outils à partager et on n'a peut-être pas besoin d'avoir atteint une espèce d'état, lequel d'ailleurs, qui nous autoriserait à communiquer, partager ce qu'on sait. Je veux dire, à partir du moment où c'est authentique, à partir du moment où c'est une expérience authentique, il faut la partager dans la mesure où le bien qu'on se fait à soi-même peut être exporté aussi aux autres. Donc pourquoi se priver de ça? Alors, donc on pourrait peut-être introduire le truc, mettre les pots de peinture ici et là, voir si ça aiguise votre curiosité ou votre questionnement ou des remarques à partir desquelles on pourrait échanger. Peut-être que je commencerai par juste les trois enseignements de base de Sensei Kakuin, qui est donc le maître japonais avec qui j'ai passé 6 ans, dont 3 ans en tant que Ushideishi, donc c'est en gros dans le dojo avec lui, soumis aux règles du dojo. Pour ceux qui ont une pratique de type bouddhiste, ça peut ressembler aux 3 ans, 3 mois de retraite que font les bouddhistes. Donc là c'est un petit peu la même chose, simplement version japonaise, dojo de calligraphie, de méditation et de travail au sabre. Et donc les 3 enseignements de Sensei Kakuin, en gros le premier c'est celui-là. Donc ça veut dire revenir dans le corps. Le deuxième enseignement c'est honnête, c'est tout. Ce qui paraît simple, mais en fait déjà l'être avec soi-même c'est parfois compliqué. Et le troisième enseignement c'est pas de stratégie. Pas de stratégie. Donc ça c'est déjà tout un univers aussi. Donc ça peut être 3 portes d'entrée. Qu'est-ce que ça veut dire être dans le corps? Qu'est-ce que ça veut dire honnête c'est tout? Qu'est-ce que ça veut dire pas de stratégie? Moi j'aime bien m'attarder sur celui-là en particulier parce que il y a plein de saveurs, de richesses dans cette chose-là.
Après, on pourrait aussi mettre notre pot de peinture quelque part qui pourrait être, en fait, notre corps est un véhicule de haute technologie naturelle, au sens littéral du terme. Et que donc la question c'est, si c'est un véhicule, est-ce que le pilote est dedans, réellement installé dedans, et si ce n'était pas complètement le cas, qu'est-ce qui se passe quand on s'installe de mieux en mieux dans ce véhicule? Qu'est-ce que ça ouvre comme compréhension, comme perspective, en termes de santé, en termes de plein de choses. Donc ça pourrait être aussi ça, un pot de peinture, hein, la question de comment fonctionne le véhicule, ou qu'est-ce que c'est que ce véhicule, que moi j'appelle de haute technologie naturelle. Une autre porte d'entrée, un autre pot de peinture, ça pourrait être la cage mentale, en fait. Qu'est-ce qui fait que, bien que parfois on puisse avoir des compréhensions de comment ça fonctionne, tout ça, mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, on n'arrive pas à le marcher, quoi. À le marcher au sens de l'inclure dans sa marche de vie. C'est-à-dire que oui, on le comprend, mais ça descend pas, quoi. Ça descend pas dans la matière. Et là, l'une des explications, enfin il y en a plein, mais en tout cas une qui me paraît tout à fait fondamentale, c'est comment on est en fait emprisonné dans ce que moi j'appelle la cage mentale, quoi. Donc ça peut aussi être un pot de peinture, une entrée possible dans notre échange. On pourrait parler aussi de la question des polarités, c'est-à-dire masculin et féminin, hein, comment dans le corps comprendre la guérison, c'est comprendre essentiellement sa qualité féminine, au sens où l'aquatique, l'eau dans notre corps, hein, l'aquatique, je me mets en contact de mon eau, aquatique, hein, cette capacité à descendre dans son aquatique, en fait, c'est une capacité qui va nous permettre de comprendre que en fait, l'aquatique, c'est celui qui capte l'information. C'est-à-dire que quand vous avez une intuition, cette intuition, elle ne fait pas que ça, en fait. Hein, parce que ça, c'est le piège aussi, de toujours être là. Alors qu'en fait, c'est plutôt ça. Hein, c'est plutôt ici, et à partir de là, ça s'ouvre naturellement. Mais si on n'est que là, bref, ça c'est un autre débat. Ça pourrait être aussi un autre pot de peinture sur lequel on pourrait entrer. Mais tout ça pour vous dire qu'on pourrait aussi envisager les choses juste du point de vue des polarités, qui en fait ne s'opposent pas. Hein, c'est comme des gens qui vont dire « Ah, moi je suis pour l'hyper féminin, etc. » « Ah non, moi je suis pour l'hyper masculin. » Mais oh les gars, c'est comme si on opposait l'inspire et l'expire. Je veux dire, voilà, si on prend que la respiration, hein, l'inspire c'est quoi? C'est la polarité féminine de la respiration. Si je fais un inspire, bon, j'ouvre, du coup je fais entrer, c'est féminin. Et si j'expire, c'est masculin. Bon, où est le problème? Les deux travaillent ensemble. Okay, donc, se connecter à son aquatique, c'est accepter finalement sa qualité intrinsèque dans le véhicule de se connecter à l'information, puisque l'eau capte l'information. Bon. Mais si on ne fait que capter cette information, finalement on n'est qu'une flaque d'eau. C'est-à-dire que pour agir dans le monde, il nous manque quelque chose, il nous manque la structure qui va contenir cette information, qui va contenir cette qualité aquatique de perception. Et là on comprend bien que en fait, le boulot pour chacun, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est juste de se mettre en lien avec son côté féminin et avec son côté masculin. Sachant que la fonction du masculin à l'intérieur de nous, je dirais presque la seule et unique fonction de ce masculin, c'est déjà de protéger son propre féminin à soi. C'est-à-dire que si déjà notre masculin vient écraser notre féminin, c'est déjà le bordel en soi, donc après dans la relation à l'autre, waouh, ça devient compliqué, quoi. Alors je dis pas que j'y arrive, hein, mais je dis que ça devient savoureux de pouvoir se mettre dans cette marche avec ces outils de compréhension qui ne doivent pas rester que dans la cage mentale, parce que sinon c'est pas opérant en fait, mais qui doivent être incarnés, quoi.
C'est ça le truc, en fait. C'est incarné, quoi. Ce n'est que ça. Voilà, une autre entrée possible, par exemple, c'est pourquoi s'enraciner. Qu'est-ce que ça veut dire s'enraciner? Qu'est-ce que ça veut dire être enraciné? Bon, on peut le comprendre intellectuellement, mais si on l'est dans le corps, hein, si on prend une posture et qu'on on rentre vraiment, hein, et que du coup on peut jouer sur son axe tout en étant connecté, hein, et qu'en étant bien ancré, on va pouvoir en fait rendre l'ensemble du corps souple, hein, donc féminin, parce que la danse le permet, ou parce que le combat martial fait qu'il faut rester présent sans se désancrer. Ça peut être aussi une porte d'entrée. Ça peut aussi être un pot de peinture dans lequel on se dit tiens là, peut-être que ça ne fonctionne pas tout à fait comme je croyais, et peut-être qu'en réalité on est bien plus grand que ce qu'on croit, quoi. C'est ça l'idée. Bon, c'est l'intro. Donc voilà, si ça vous suscite, je sais pas moi, du questionnement ou une précision, ou je sais pas, une remarque quelconque à partir de laquelle on pourrait rebondir, ça serait, on se le tente, quoi. C'est ça. Tu dis que l'intuition c'est pas ça, Oui. c'est ça. Oui. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que j'entends par là? D'accord. Alors, en fait, je crois que là, il faut parler du regard, en fait, par rapport à la question que tu poses, c'est l'intuition, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Bon. En fait, c'est les deux. Simplement, il y a comme un ordre, en fait. Il y a comme une étape et une deuxième étape. C'est-à-dire que il y a d'abord, dans tous les cas, de toute façon, la plongée en soi. Les Japonais appellent ça, c'est la civilisation du Muku. C'est ce que les bouddhistes appellent la vacuité. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? On ne peut pas faire... Merci. On ne peut pas faire l'impasse de la plongée en soi, en fait. Pourquoi? Parce que c'est cette plongée en soi qui va permettre l'enracinement. Aussi. Pas que, mais aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après, quand tu vas chercher une intuition, parce qu'en fait, dans le regard, il y a le regard qu'on appelle shomen, c'est-à-dire en fait, on regarde en face ce qui est. Non pas ce qu'on voudrait voir, non pas ce qui est. Bon, mais des fois, ce qui est en face de moi, ça me plaît, puis des fois, ça me plaît pas. Bon, ben ok, j'ai une info. Après, j'ai pas la responsabilité de ce qui se passe à l'extérieur de moi. Mais par contre, j'ai la responsabilité à l'intérieur de moi de voir comment cet extérieur vient me travailler. Ça, je peux faire quelque chose. Bon. Donc, pour ce qui est de l'intuition, c'est comme la frontière entre l'obstination et la persévérance. C'est une feuille de papier cigarette, quoi. À quel moment je suis dans la persévérance, c'est-à-dire en fait je fais foi en ma foi, en mon chemin, même si tout le monde pense que je suis fou, même si, etc., même si c'est difficile, même si crédit, même si j'en sais rien, peu importe, mais en fait la pulsion de vie qui est dedans là, hein, le vivant, hein, en fait me pousse là. Bon, mais ça c'est l'intuition. Bon. Mais à quel moment je crois que je suis dans l'intuition et puis en fait je suis en train de m'obstiner. Donc tout ça c'est un apprentissage de comment ça fonctionne dedans, après. C'est pour ça que le honnête c'est tout de Sensei Kakuin, il est super important. C'est-à-dire en fait, qu'est-ce qui crée à un moment donné une prise de décision et une action? Est-ce que c'est fondamentalement une peur ou est-ce que c'est fondamentalement quelque chose qui me dit non, la vie elle pousse par là? Tu vois? Parce que très souvent c'est les peurs. Même si l'action a une apparence de bienveillance, de tout ce que tu veux, mais ce qui va motiver le truc, ça va être la peur en fait. Et pour des tas de gens, ça va être la peur de l'argent, la peur du lendemain, la peur de la maladie, enfin peu importe, toutes les peurs. Donc, le fait de plonger en soi et de se rendre compte qu'au final, parfois on a une vision de soi qui est très douloureuse.
parfois même malsaine. On pense qu'on est mauvais, on pense plein de trucs. Alors qu'une fois qu'on a traversé ces couches-là, on se rend compte qu'au fond, on n'est pas du tout ça, quoi. On est quelque chose de beaucoup plus... vaste et bon, quoi, et bienveillant, tu vois. Donc, en fait, les Japonais, ils appellent ça le mu, la civilisation du mu et du ku. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un sablier, si tu veux. Il y a d'abord une première plongée en soi, tu vois, qui fait ça vraiment en soi. Et donc, en soi, c'est pas dans la tête, hein, c'est pas dans la cage mentale, hein, c'est dans le véhicule. C'est-à-dire, c'est là où ça se passe, c'est là où on est incarné, ok ? Et il se trouve que quand on arrive à ce point de jonction à l'intérieur de son infiniment petit à soi, là, il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'on concrètement, en fait, on connecte le grand vivant, on pourrait dire. Et là, du coup, on passe de ça à ça. Donc, si tu veux, voilà. Pour plonger en soi, il faut trouver le sentiment de sincérité. Oui, 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 le sentiment de sincérité, oui, bien sûr. Puis des fois, on se ment à soi-même et on s'en aperçoit pas forcément tout de suite, tu vois. Bon. Et le truc, c'est pas grave, c'est que quand tu vois arriver le truc, à la limite, tu te souris quoi, à toi-même en te disant « Ah tiens, je t'ai vu là, j'ai vu ton fonctionnement. » Bon ben, voilà. Mais le truc, bon ça je l'ai déjà dit parfois, c'est qu'en fait, on en a tellement pris dans la gueule en réalité, et puis souvent depuis longtemps, et puis souvent pas que nous en plus, qu'au bout d'un moment, il y a juste à essayer de trouver en soi, parce que c'est en soi, cet espace où en fait on se pose, quoi, tu vois. Hein, si par exemple je me connectais à mon aquatique là, et que je commençais à devenir miel, en fait, tu vois, c'est comme si je devenais comme ça complètement, tu vois, chamallow, quoi. C'est-à-dire en fait je m'autorise, tu vois, tu vois, et en même temps je suis en train de soulager mon dos et ma structure et tout. Bon. C'est s'autoriser ça en fait. C'est-à-dire que littéralement, ce véhicule de haute technologie naturelle, c'est aussi notre temple. C'est aussi notre temple, tu vois. Et là, certains pourraient me dire, ouais, mais ton temple, comment t'en prends soin? Tu fumes de temps en temps, etc., etc. Je dis, ben écoute, je fais comme tout le monde, de temps en temps, je fais le ménage, quoi. Tu vois. Et on va pas commencer. Ça, c'est un piège aussi dans, entre guillemets, la spiritualité, c'est de penser qu'il y a des niveaux. C'est-à-dire que on trouve toujours quelqu'un qui a apparemment plus compris que nous, ou que sais-je. Mais c'est pas ça le propos, on s'en fout, c'est pas ça. Chacun est exactement là où il doit être en fonction de son histoire. Et puis des gens doivent des fois passer par des trucs qui pour nous semblent incompréhensibles, mais c'est leur chemin parce que c'est là où ils vont trouver justement leur beauté, leur force, que sais-je. Donc ça aussi, le jugement, quoi, le jugement par rapport à soi-même. C'est pour ça que dans le honnête c'est tout, il y a aussi à un moment donné repérer que on est souvent dur avec soi-même. Moi, j'arrête pas de dire aux gens, écoutez votre corps. Si dans la journée, et à un moment donné, vous sentez qu'il faut vous poser, je veux dire, mais posez-vous, quoi. Même si c'est 5 minutes en train de dormir dans les chiottes entre deux rendez-vous, quoi. Quand j'étais avec les Japonais, je parle de ça parce que ça m'est arrivé, quoi. Tellement j'étais cuit. À ce moment donné, j'allais dans les toilettes, mais je dormais, quoi. Parce que le rythme était intense. Donc l'intuition, ouais. Sensei Kakuen disait justement, au début où on s'est rencontrés, la première, ça j'en ai déjà parlé, mais la première chose qu'il me disait, c'est où est ton centre? Où est ton centre? Et en fait, je ne savais pas de quel centre il parlait. Mais en fait, il parlait du centre d'équilibre du corps physique, c'est-à-dire il parlait du hara. C'est-à-dire en fait, quelque part, on peut se rendre compte au fil du temps que si on est perdu, hein, au sens, dans tous les sens, on est perdu, ben, il faut revenir à la base en fait, il faut revenir au carré dans la symbolique, il faut revenir là, sur Terre, quoi. Et à partir de là, une fois qu'on a mis en place ça, après on peut aller voir si éventuellement ça déconne ailleurs que dans le carré, quoi. Je ne sais pas si je suis clair. Dans les arts martiaux, par exemple, si je mets une application, mais c'est comment dirais-je, c'est valable tout à fait pour la danse. L'artiste martial et le danseur, c'est exactement la même chose, c'est la même pratique. Si ce n'est qu'au niveau de la danse, l'énergie va rester dans le corps, ok ? L'énergie va rester dans le corps, ok ?
qu'au niveau du martial, on va la faire sortir. C'est autre chose, c'est une autre fonction. Donc, le carré, ok, le carré, pouf, bien. À partir de là, la verticalité. Donc si je sens la verticalité à partir de cette base, ben finalement je vais sentir quoi? Je vais sentir comme une forme de pyramide. Ok, voilà, c'est mon espace vital. Bon. Une fois que ça c'est en place, après je peux me laisser aller à travailler. Ah, vous avez entendu, ça craque. Donc naturellement, pouf pouf, le vaisseau fait le geste qu'il faut pour se remettre en place. Et une fois que ça c'est en place, ben après on peut aller travailler avec, aspirer avec les éléments par exemple. Jouer avec le vent. Le vent rentre, je suis conscient de mon inspire, je joue avec le vent rentre en moi, je le laisse agir à l'intérieur, hop, et vous créez comme ça votre propre danse de guérison, qui est à la fois une danse de guérison pour votre véhicule, mais qui va vous permettre en fait de découvrir, j'en sais rien moi, vos talents de danseur, ça peut être de la danse tribale, hein, ce que vous voulez, peu importe, on s'en fiche. Donc vous comprenez bien aussi que la masse d'informations qui est donnée en permanence pour qu'on ne puisse pas habiter ce véhicule, eh ben voilà, il faut en avoir conscience, ça fait partie du showman, de regarder ce qui est là en face, et puis de pas perdre confiance, parce qu'en fait, on a tout ce qu'il faut, quoi. On a tout ce qu'il faut. Et puis si tel jour on n'a pas ce qu'il faut là, eh ben, peut-être que la personne d'à côté, elle a son coup de pouce à elle, sa patte magique à elle, et que voilà. Sensei Kakuan disait au Japon, ils disent pour faire un Bouddha, il faut 1000 Bouddhas. J'aime beaucoup ça comme expression. Parce que ça veut dire peut-être que quelqu'un dans la rue, une fois, a juste fait un sourire à quelqu'un et que c'était le sourire qu'il fallait à ce moment-là pour redonner l'impulsion de vie à cette personne. À d'autres moments, ça peut être un bouquin, une phrase que quelqu'un a écrit. À d'autres moments, ça peut être quelqu'un qui appuie là où il faut appuyer. Enfin, voilà. Moi, ce qui me motive en tout cas, c'est que ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Alors, il y a quelques années, il y a 20 ans, je pouvais me dire, bon, peut-être que je suis dans un égo mystique et que finalement, je suis en train de me faire mon délire. Mais bon, quand tu vois que ça fonctionne dans ton corps et que, en pratiquant avec les autres, tu vois aussi ce que ça induit comme effet bénéfique et pour le corps et pour l'être, etc. Tu te dis, bon ben voilà, il faut que les gens se réveillent aussi de ce point de vue-là. On n'est pas des êtres souffrants, petits, dans un corps souffrant. C'est pas ça la réalité, quoi. La réalité, c'est que notre corps a un potentiel qu'on n'imagine même pas. Qu'on n'imagine même pas. Voilà. Je suis trop cash là, qu'en penses-tu? Oui. Excellent, au contraire. Il faut du cash. Du bon cash. Ouais, du bon cash. Ça, c'est de la bonne cam. Non, une petite remarque, une petite question, quelque chose qui vous vient éventuellement. On en profite tant qu'on est là. Nous buvons toute parole. Non, mais le silence est intéressant aussi, en fait, parce que justement, il y a quelque chose qui... C'est ça? Ouais. Ouais. Si on parle de la cage mentale, par exemple, si j'ai des flashs qui me reviennent là du dojo avec Kakuan et Nolio-san, on a vu des personnes qui, le simple fait de s'asseoir avec l'intention de méditer ou d'apprendre la méditation, ça les mettait dans un état de stress, de panique presque, en fait. Juste le fait de s'asseoir, quoi.
Et il y a une phrase de Thérèse d'Avila que je rappelle parfois, que je trouve absolument extraordinaire, quoi. Thérèse d'Avila qui dit solitude pour le silence, silence pour la concentration, concentration pour la puissance, puissance pour l'amour. C'est génial. Magnifique. Donc, quelque part, dans un cheminement personnel, on pourrait se dire qu'à un moment donné, dans notre vie, on pourrait avoir besoin de solitude, justement, parce qu'on a peut-être besoin de silence. Peut-être que dans notre vie, à certains moments, on a besoin de silence parce que justement, on a besoin de concentration. J'ai un ami que certains d'entre vous connaissent ici, qui est en train de travailler sur vraiment des choses très très lourdes en termes d'addiction, de plein de choses, etc. Pendant un moment, il a été particulièrement clair et il fallait respecter ce temps de solitude. Parce qu'il ne pouvait se concentrer que sur lui-même, vu le travail qu'il était en train de faire. Voilà, et puis d'autres personnes ont peut-être déjà le silence, ont peut-être déjà trouvé le silence, mais n'ont peut-être pas encore complètement trouvé la concentration. Donc Sensei Kakuin parlait souvent de thème de travail. Quand je suis rentré dans le dojo, mon thème de travail, alors ça dépend si ça se transforme vite ou pas, mais le thème de travail, ça peut prendre des jours, parfois des semaines, parfois des mois, et puis quand c'est atteint, il me donne un autre thème de travail. Et, voilà, symboliquement, il faisait des boulettes comme ça, et puis hop, tiens, ton thème de travail. C'était rigolo. Enfin, tout n'était pas rigolo, hein, mais... Ou alors il me disait, au début, si je reviens un petit peu à la cage mentale, il me disait, quand on discutait au début avec un interprète et tout, puis après moi, mon japonais était un peu plus efficient, et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il comprenait très bien le français. Bref. Mais il me regardait comme ça et puis il faisait traduire « Ah oui, t'es intelligent. Ah oui, t'es intelligent. Ah oui, t'es intelligent. » Puis moi j'avais la banane, il me dit que je suis intelligent. Je suis intelligent. Mais en fait, quant à la traduction japonaise, ça veut dire « pauvre nouille », quoi, en fait. Genre « pauvre nouille », quoi, t'es encore là et moi je suis en train de te parler de « viens ici », quoi. C'est ça que ça voulait dire. Ouais. Et comme je le raconte parfois en stage, voilà, il me disait dans un dojo, bon allez, limite d'âge, quand ils prennent un élève, c'est on va dire 12 ans, quoi. 12 ans. Parce que l'ego n'est pas encore trop, la personnalité, entre guillemets, formatée et pas encore trop dense, quoi. Et puis il me dit, bon, des fois, allez, 19 ans, 20 ans. Il me dit, bon, mais alors... Et moi, à l'époque, quand je l'ai rencontré, je crois que j'avais entre 35 et 38. Et il me dit, mais qu'est-ce que je vais faire de toi, quoi. Donc c'était rigolo. Il a réussi. Bah après, j'étais pas forcément d'accord sur tout. Hein. Il y avait notamment un point que je vais pas évoquer là, mais sur lequel j'ai eu du mal à comprendre en fait quelle était sa position. Mais non, ce que je trouve très riche en fait, c'est il y a des traditions, pas qu'au Japon, hein, mais quand on parle de tradition authentique, hein, pour moi une tradition authentique c'est quelque chose qui est du domaine de l'enseignement, qui se transmet de génération en génération, et où c'est du lourd, c'est du... comment dirais-je, ça tient la route, quoi. Ça tient la route sur la durée, quoi. Hein. Parce que le problème, c'est de ne pas confondre le bijou. Hein, si on dit que l'essence, ça serait le bijou, il ne faut pas confondre le bijou avec l'outil qui le sculpte ou qui le travaille. Donc, il ne faut jamais que les rituels, ou il ne faut jamais que les... à mon avis, que les dogmes, ou je ne sais pas comment on pourrait les appeler, que l'habillage qu'on donne à essayer d'expliquer la substance soit figé. Parce que la substance, par nature, elle est vivante. Donc ce qu'on va dire dans tel millénaire ou dans tel siècle, habillé de telle manière, l'important, c'est que les gens touchent l'essence d'eux-mêmes. Ce n'est pas le langage qu'on met autour pour qu'ils essayent d'y accéder.
Donc si on s'attache simplement au langage qui est mis là, mais peut-être que le flux du vivant, lui, il s'est faufilé, quoi. Il est passé un petit peu ailleurs. Ok ? Donc ça, c'est aussi des notions parfois difficiles à expliquer pour des gens qui sont par exemple très religieux au sens d'un formatage. Moi je trouve ça très respectueux, c'est pas ça que je dis. Et puis on peut aussi trouver l'essence à travers ces outils-là, c'est pas ça. C'est juste qu'en dernier lieu, on doit quand même vérifier si on est dans là ou si on est d'abord dans là, ce qu'on disait tout à l'heure en fait, parce que c'est là où ça se passe, quoi. Parce que sinon, on va donner le pouvoir à autre chose. Sinon, le capitaine ne va pas être complètement installé dans son véhicule. Et là, ça peut être le début d'ennui, parce que voilà, si c'est un véhicule qui est partiellement habité, ben, il peut y avoir des locataires indésirables, quoi, en termes de... En shiatsu, on appelle ça les énergies perverses. Voilà. C'est-à-dire des énergies, voilà, et ça, on peut en parler, je veux dire, vous rentrez dans un lieu, voilà, où d'entrée vous sentez que ça se passe pas bien, voilà, ça peut être un bar, ça peut être, j'en sais rien, une administration, un hôpital, enfin bref, il y a plein de lieux comme ça, où il y a une atmosphère que que votre corps va ressentir comme étant pas sympa, quoi. Bon, ben ça existe, voilà, donc si je suis... Je compare souvent avec mettre une chaussette. Voilà, si je veux mettre correctement mon pied dans la chaussure, et que je mets une chaussette, je suis obligé d'enfiler correctement ma chaussette, quoi. Jusqu'au bout, j'enfile ma chaussette pour pouvoir la mettre dans la chaussure. Ben avec le corps, c'est un peu pareil, quoi. Je peux pas m'y mettre qu'à moitié, en fait. Surtout que, et c'est ça qui est génial, c'est qu'en réalité, on y est tout le temps à 100%. C'est juste qu'une question de regard, en fait. C'est juste ça. C'est ça qui est paradoxal et en même temps merveilleux et en même temps compliqué. C'est que c'est tellement simple, en réalité, que ça devient compliqué, quoi. C'est-à-dire, encore une fois, on se prend trop la tête, quoi. Bon. Je ne sais pas si on en reste là. On n'est pas obligé de faire long, hein. Quelques mots sur Honnête, c'est tout. Ah, honnête, c'est tout. Et sur pas de stratégie, c'est pas mal aussi, hein. Mais bon, elle est honnête, c'est tout. Ben, voilà, le honnête, c'est tout, en fait, c'est pouvoir s'accorder un état de sincérité intérieure qui fasse qu'on soit le moins mal à l'aise possible à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, au sens où il n'y a pas comme un double jeu, en fait. C'est-à-dire que dedans et dehors, Sensei Kakuin disait ça, il expliquait ça, en fait, il faut que le dedans et le dehors soient pareils quelque part. C'est-à-dire que je ne peux pas être un personnage X particulier comme ça à l'extérieur, et au final, dans mon intimité, il faut que je sois un autre personnage. Il faut qu'il y ait un minimum de cohérence. Hein. Ça ne veut pas dire que on n'a pas nos travers, ou que c'est pas ça. C'est simplement essayer d'être le plus cohérent possible, en fait. C'est ça, cohérent possible. Parce qu'en même temps, ça aide à vivre, quoi. C'est plus simple, en réalité. Parce que sinon, on est tout le temps en train de... Et là, ça rejoint la stratégie. On est tout le temps en train de mettre en place des stratégies. Je vais... Comment ? Le mental reprend le dessus. Le mental reprend le dessus. Et puis ça devient fatigant, en fait. Parce que dès que tu commences à vouloir tout contrôler et tout organiser, et... comment dirais-je ? Tu vois, par exemple, bon, mais là, je vais faire attention... peut-être je peux obtenir ça, donc il faut que j'aille à ce temps. Enfin bon, voilà, tu rentres dans des complications, en fait. Dans des complications qui au final finissent toujours par se retourner contre soi, au final. Que si ta position, elle est finalement ce fameux honnête c'est tout, c'est-à-dire est-ce que je le sens ce truc ou est-ce que je le sens pas, hein, t'appelais ça l'intuition, t'appelais ça le nez, voilà, t'y vas pas, c'est réglé, quoi. C'est beaucoup plus simple. Et Sensei Kakuin, au départ, me parlait beaucoup de ça. Il me disait, au départ, l'intuition, c'est un petit peu comme le fil du rasoir d'un sabre, c'est comme ça. Mais au final, tu apprends à faire confiance à l'expérience de ta propre intuition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais, ça c'est intuitif, ça l'est pas. Bon, des fois on se plante, mais je veux dire, globalement,
d'un petit chemin qui est comme ça, en fait, ça devient une autoroute. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye d'appliquer. Et ça me met plus dans la joie que l'inverse, quoi. Ça me met plus dans... voilà, je vois que mes projets ou mes rêves, etc. se réalisent et que ça se met en place parce que ça semble juste. C'est plus libérateur de toute façon. Pardon ? C'est plus libérateur. Oui, c'est plus libérateur et puis encore une fois, c'est plus simple, quoi. C'est-à-dire, tu ne prends pas d'énergie à mettre en place et à élaborer des trucs. Moi, je trouve que c'est ça qui est merveilleux au niveau de la vie, c'est que, bon, même si en effet on est dans un contexte un peu particulier, donc ben voilà, on regarde le contexte. Après, on est responsable aussi de ce que ça nous fait à l'intérieur et est-ce que ça doit nous faire dévier du vivant ou pas. Moi, je pense qu'au contraire, il faut tenir le cap du vivant, quoi. On est vivant et on l'affirme, quoi. Et on l'affirme. J'ai perdu le fil. C'est l'heure du papillon. Ouais, magnifique. C'est l'heure du papillon. Il est vivant. Il est vivant, voilà. Bon, on en reste là. Ça vous va? Bon, ben merci en tout cas, et puis Merci. à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à toi d'avoir une petite ressucée, ça fait du bien. Ouais. Tu vas mettre les couverts un petit peu, ça faisait longtemps. Ouais, c'est ça, il faut pratiquer, en fait. C'est ça. Il y a quelques années, je faisais des cours de bamboudo dans un camping étoilé, là. J'avais besoin de gagner un peu d'argent, comme souvent. Et il y avait un toubib, donc c'est génial parce que c'était du bamboudo dans l'eau, dans une piscine. Donc t'imagines tous les mouvements qu'on fait là, mais en plus tu vois, t'es tenu dans la piscine, donc c'est top, quoi. Et le toubib me dit, ah c'est génial votre truc et tout, il faut qu'on en fasse un DVD, il faut que tati tata, nanana. J'y crois pas, moi, ce truc-là. C'est-à-dire, il faut que ça soit direct. C'est pas... Là, ça venait de lui, ça venait pas de toi. Oui, mais ça, à la rigueur, c'est pas ça, c'est que... Comment tu peux réellement sentir, je veux dire, sur un même exercice de base, tout simple, qu'on fait en bamboudo, il peut y avoir un détail qui fait que c'est plus le même exercice, quoi. Tu vois ? Et puis quand tu es là en face à face, ben, tu sens ce qui se passe aussi, donc tu peux, tu vois. Donc voilà, enfin moi je suis un peu de la vieille école, comment dire, j'utilise ces outils-là, internet et tout ça, pour essayer de donner envie aux gens de venir pratiquer, plutôt que de... Si le mouvement n'est pas habité, il ne se passe rien, quoi. Quelle que soit la discipline. Muy bien? Arigato? Merci. Écoute, je te raconte une histoire. Celle-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Il y avait un gars dans la piscine. C'est au début, quand il me voit arriver, moi je suis sur la piscine comme ça, tu vois, et les gens sont dans l'eau. Et donc je montre de l'extérieur les mouvements qu'ils peuvent faire, tu vois. Et je fais le vibrato. Tu vois le vibrato là, comme ça. Attends, le mec il me regarde comme ça de loin. Genre mais... Tu vois bon, bref. Et puis tu vois, je prends le temps, tout ça, je prends le temps, bon je vois que le mec il le fait, tout ça. Un gars super sympa, hein, mais au départ, bon. Je sors de la piscine, etc. Je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain. Je le vois planqué derrière une haie. Je me suis dit, c'est bon.